Et bonjour à tous, bienvenue sur Digital Smart Invest. Alors cette vidéo fait suite à la vidéo que j'avais fait sur le probable mouvement haussier qu'on allait avoir sur le Bitcoin dû à la confluence avec l'index du dollar qui devait chuter. Et au final, on n'a absolument pas eu ça. Donc c'est vraiment bien de se tromper certaines fois. Ça montre aussi que les paradigmes changent, que le dollar index peut chuter et que Bitcoin peut chuter également quand l'open interest est un peu trop chargé. Alors on va commencer déjà par regarder au niveau de l'indicateur de peur et d'adaptabilité, donc le Fear and Greed Index, où on est tombé donc sur les 26 quand il y a eu la liquidation. Hier on était à 29, aujourd'hui on est à 28. Quand on regarde le graphique donc, du Fear and Greed Index, on voit que dans en tout cas un marché haussier, à chaque fois que vous avez donc une grosse baisse, une grosse liquidation de l'open interest, donc une baisse des open interest, pas une grosse baisse des prix, on voit que le Fear and Greed lui suit donc cette baisse et que c'est des très bons moments pour investir. J'ai bien dit dans un marché haussier, parce que quand on regarde ici un marché baissier, vous pouvez investir ici donc un Fear and Greed à 34, à 52 000. Il vous aura quand même fallu d'attendre quasiment 2 ans pour revenir sur ces niveaux de prix là. Par contre, quand on regarde ici donc sur un marché haussier, on voit que le Fear and Greed Index ici au 40, entre 40 et 50, donc quand il était à 10 000 euros, depuis on a eu quasiment aucune baisse du Fear and Greed Index, sauf ici petite liquidation à 30 000 et juste là petite liquidation donc quand on était à 44 000. Donc là c'est ce qu'on a eu et on voit qu'en plus le Fear and Greed Index suit donc ce paradigme de peur qui est en train de s'installer, mais on va le voir au niveau des open interest, c'est pas vraiment le cas. Peur qui est alimentée par tout un tas de FUD sur le fait que Bitcoin, il y a énormément de supply qui arrive sur les exchanges pour être vendu, etc., etc. On va regarder aussi au niveau des indicateurs qu'on a pour voir si c'est le cas ou pas. Mais déjà, on va regarder au niveau du dollar. Donc le dollar, comme j'avais expliqué il y a de cela à peu près 3-4 jours, on était ici, donc on n'avait pas du tout eu cette baisse qu'on a pu observer. Et je voyais qu'on avait un OB ici, donc une demand qu'on allait fermer et qu'on allait très certainement aller chercher donc toute la liquidité acheteuse qui se trouvait là et revenir sur ce bas de canal. Chose qui a été le cas, qui a été faite. Et on peut voir par exemple au niveau de l'euro USD qu'il y a eu des très très beaux mouvements. Donc l'euro USD lui a vraiment bien suivi cette chute du dollar index qu'on a eu. L'or lui a suivi également, donc on voit que c'est inversement corrélé. Là c'est la charte du BTC, mais ils ont fait le même mouvement. Donc qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Bitcoin? Bitcoin lui a totalement suivi le dollar, chose qui est quasiment complètement illogique mathématiquement parlant. Pourquoi? Parce qu'on a bien sûr du Bitcoin corrélé par rapport à de l'USD. Donc on voit que quand le dollar chute, le Bitcoin lui monte, ce qui est assez logique. Étant donné que s'il y a plus de dollars et le même nombre de bitcoin, vous avez donc un prix du bitcoin qui va monter. Ou s'il y a un intérêt grandissant sur le BTC, mais le même nombre de dollars, du coup il y a des dollars qui étaient sur d'autres actifs qui vont s'allouer vers du BTC. Là on n'a pas du tout eu ça, on a eu le cas inverse. Donc on a eu des dollars qui ont quitté le BTC pour se réfugier sur d'autres actifs. Au niveau, je préfère arrêter tout de suite cette histoire de donc BTC, ça va continuer la chute parce que il y a le gouvernement allemand, le gouvernement américain, Mt. Gox et je ne sais quoi. Alors déjà, il faut savoir quelque chose qui est extrêmement connu quand vous vous intéressez un petit peu au milieu des ETF du Bitcoin, c'est que les providers d'ETF ont de très grosses difficultés à trouver du Bitcoin KYC. Parce que eux ne peuvent acheter que du Bitcoin KYC. Donc, c'est déjà les premiers acheteurs au niveau des mineurs. Et il faut savoir que la circulating supply de Bitcoin est extrêmement faible. Et la supply au niveau des exchanges, qu'on voit juste là, donc qui se trouve juste ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que donc depuis cette très grosse hausse qu'il y a eu due aux ETF, qu'est-ce qu'on a au niveau de la supply, au niveau des exchanges? Une baisse.
on ne fait que baisser, donc on a de moins en moins de Bitcoin qui sont présents sur les exchanges. Or, ces Bitcoins qui sont quand même présents sur les exchanges, c'est la principale source d'approvisionnement des ETF, des Bitcoin ETF. La grosse chute qu'on a ici, c'est donc FTX qui doit vendre la plupart des Bitcoins qu'il avait en réserve, dû à la faillite qu'il a fait. Mais donc voilà, on a un prix qui va donc de 70 000 et qui va chuter jusqu'aux 55 000. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Une chute drastique donc du nombre de BTC présents sur les exchanges. Donc en fait, on vous dit que voilà, il y a un tas de Bitcoin qui arrive sur le marché, du coup la supply va faire un gros boom et le prix ne va faire que chuter. Mais c'est totalement faux. Au niveau des charts, on voit que ça ne fait que chuter et qu'en plus maintenant du fait que les exchanges doivent trouver des Bitcoins régulés, et ben on a aussi les fameux ETF, les providers d'ETF qui doivent eux aussi trouver des Bitcoins qui en plus d'être régulés sont KYC, etc. etc. Donc, et puis certains doivent trouver des Bitcoins qui sont minés avec des énergies vertes. Enfin, vous pouvez imaginer la complication qu'il y a sur cet actif qui ne peut pas être imprimé. Donc, on va déjà arrêter tous ces paradigmes de oui, le Bitcoin va retourner au niveau des 40 000 ou je ne sais quoi. On voit ici, donc en daily, on avait notre petite zone juste là où on attendait. On a quasiment tapé cette zone. Après, bon, c'est un petit peu contradictoire. Pourquoi? Parce que sur certaines charts, on a complètement atteint. Par exemple, ici, sur Coinalyse, on voit que donc, la supply qu'on attendait est ici au niveau des 53 000. On voit que cette mèche a réussi à l'atteindre. On n'a pas vraiment atteint, mais vous savez, il y a toujours le spread entre le bid et le ask, donc les order books des acheteurs et des vendeurs. Petit spread que si on le calcule, on sait qu'il a été atteint. Donc voilà, on a eu cette fameuse mèche de liquidation qui a pu fermer pas mal d'ordres à break-even de cette accumulation-là avant cette très très grosse accumulation de distribution. Certains diront distribution, d'autres diront accumulation. Pour le moment, pour moi, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, en tout cas le niveau des 50 000, on est très clairement sur une continuation d'accumulation. Continuation d'accumulation qui peut continuer, je pense, jusqu'à la rentrée, jusqu'à donc la fameuse décision si le gouvernement américain, donc le Parti démocrate, va présenter Joe Biden ou va passer vers un nouveau candidat. Déjà, ça, c'est la très grosse interrogation que les marchés ont au niveau de l'allocation des capitaux. Est-ce qu'on va avoir quelqu'un de pro-crypto? Est-ce qu'on va avoir quelqu'un de anti-crypto? Donc déjà, pour le dollar, on voit que on a atteint notre fameuse zone. Maintenant, ce qui nous attend au niveau du dollar, je pense que vous l'avez bien compris, ça va être un rebond. Si on va en horaire, donc on voit que on avait un très gros gap ici. Donc là, on avait le très gros gap de juin qui avait été fermé juste ici. J'ai pas les volumes là, donc ça va être compliqué de voir les high volume nodes, mais je pense que les high volume nodes devaient se trouver, à mon avis, vers ici. On n'y est pas arrivé. Cependant, depuis, on est en train donc de travailler cette zone de prix entre du coup les 105 et les 104, zone de prix qui correspond ici à un petit gap qu'on avait laissé. Après le très gros rebond qu'on avait eu suite à certains vont dire une bougie institutionnelle, moi je sais pas, j'ai pas les volumes donc je peux pas vous dire. Par contre, ce que je vois, c'est que ici, hop, petite mèche de liquidation. Petite mèche de liquidation veut dire lot protégé. Donc ici, j'ai mon lot protégé. Je pense que on est venu fermer donc tout ce qu'on avait à fermer ici, mitigating les gaps, etc. On est en train de travailler cette zone. Où est-ce que le prix pourrait s'arrêter? Étant donné que j'ai pas les volumes, ça va être compliqué de vous dire, mais dans tous les cas, c'est un panel de devises, c'est un panier de devises contre le dollar, donc il y a énormément de variables sur ces prix-là. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment filer tous les ordres qui sont en attente. Par exemple, ici, peut-être qu'on ne fermera pas ce gap. On peut s'arrêter à ce niveau-là, donc à la moitié à peu près du gap. Mais il est possible qu'on s'arrête juste donc au niveau de cette mèche de liquidation qu'on a juste là pour repartir à la hausse. On a toujours la même zone d'attente qui est la prise de liquidité acheteuse qui se trouve ici au-dessus, vendeuse pardon, qui se trouve ici au-dessus des 106.500.
Donc on a eu notre fameuse liquidation au niveau de BTC. Fameuse liquidation au niveau de BTC qui, lorsque je vais en horaire, je vois que donc on a quasiment fermé tout le gap. Qu'est-ce qui s'est passé après? On avait donc petit gap ici, les ordres ici, hop, petite mèche, fermer les gaps, retour sur les ordres. Gros pump, donc très gros pump qui a dû être un short squeeze je pense, parce qu'on avait cassé du coup le plus bas du range juste là. Donc juste ici on avait le plus bas du range, on voit qu'en dessous on a des très grosses mèches, donc un tas de personnes qui devaient avoir long, qui ont dû vendre leur position ici, et un tas de personnes qui ont dû short une fois que ce fameux plus bas, donc des 56 500 a été cassé. Ce qui a fait énormément de volatilité, on le voit ici au niveau des volumes, que ce soit hop, première mèche de liquidation, on remonte tout ça, donc pour rappel, des très gros volumes, généralement c'est qu'il y a énormément d'ordres qui arrivent sur le marché. Donc, beaucoup de propositions d'actifs. Beaucoup de propositions d'actifs veut dire une très forte présence de l'actif sur l'order book. Donc, une vente. Enfin, une grosse pression vendeuse. Pourquoi? Parce que plus il y a un actif à vendre sur l'order book, moins il est cher parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le vendre. Moins il y a un actif sur les order book, donc moins il y a de volume. Ce qui veut dire que les gens veulent acheter mais ne peuvent pas acheter. Donc, beaucoup de volume veut dire généralement distribution, très peu de volume veut dire généralement accumulation, et on peut le voir juste ici, très grosse distribution, hop, les volumes s'éteignent, on remonte jusqu'à donc fermer tous ces gaps et retourner ici, qui peut être apparenté à une mèche de liquidation. Donc ici on a eu un tout petit, c'était au niveau de quels horaires ça? Donc entre 10h et 15h, donc on a eu après la session de Londres ici, ouverture de Wall Street, hop, on vient chercher tout ça. Pendant la session asiatique, on fait un petit range de distribution. Ouverture, non, c'est même pendant la session asiatique qu'on a dévissé. On a rebondi ici, donc parce qu'on était juste en bas de cette belle mèche de liquidation. On a rebondi, hop, on a donc entamé ces liquidations qui nous ont permis quoi? De complètement fermer le gap et arriver à vraiment quelques pips. Mais donc moi, j'ai ma zone au niveau des 53 187. La mèche de liquidation s'est arrêtée au 53 500, donc à peu près à 400 points d'arrivée sur l'OB que j'attendais. Et depuis, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a retravaillé tout ça. On est revenu sur notre zone d'accumulation post-liquidation. Depuis, distribution, hop, retour d'une belle mèche qui va quoi? Arriver sur mon OB, fermer tous les gaps que j'avais laissés, aller prendre tous les stops des acheteurs pour au final rebondir et arriver où? Sur le high volume node et même sur la grosse zone de volume qu'on avait juste ici, donc au niveau des 58 200 qui a été pour l'instant la zone d'arrêt. Donc là on a deux solutions au niveau du Bitcoin. Première solution, on continue ce mouvement haussier, ce qui veut dire on ferme le gap à ce niveau là. On essaye peut-être de prendre des stops des acheteurs si on n'a pas assez donc d'acheteurs présents sur le marché. Chose que je ne pense pas. Là, de ce que je vois, on a vraiment beaucoup de personnes qui veulent acheter du BTC. Les supplies sont complètement mortes. Au niveau de Mob Chart, donc au niveau de Mob Chart, si on sort du gap et qu'on voit en dessous donc de cette mèche de liquidation, j'ai quasiment rien. Donc si je vais sur les 54 000, quasiment rien. L'order book est assez vide. Donc j'ai des petites zones comme ça où je peux attendre, mais rien d'assez gros pour vraiment chercher une zone de liquidation. Les prochaines zones de liquidation sont vraiment ici, au niveau des 50 000, entre du coup les 52 000 et les 50 000. Le gros gap juste avant, avec les ordres ici qui ont déjà été fermés, me font dire que je ne pense pas qu'on va y retourner. Bien évidemment, on n'est pas à l'abri d'une news macro qui peut faire chuter le prix. Mais en tout cas pour l'instant, le Fearing Grid est très bas. BTC me fait un très beau chart, donc il casse pas les mèches de liquidation, il ferme les gaps, il retourne directement. Là, la chose vraiment que je pourrais attendre, ce serait de venir casser donc ce niveau des 58 800 pour fermer donc le gap qu'on a ici, retourner sur l'OB des 60 000 et peut-être réintégrer le range long terme qu'on avait donc qu'on a entamé depuis bientôt 3 mois. C'est ce que je préconise sur le BTC. Maintenant, on va regarder au niveau des ALP parce que la vraie liquidation,
n'a pas eu lieu au niveau du BTC, mais a vraiment eu lieu au niveau des alts. Juste avant, je voulais regarder ça, ce qui peut nous faire penser que on va peut-être continuer à chuter au niveau de BTC, c'est ces très très gros open interest qui sont en train de rentrer sur le BTC, donc des gens qui rentrent à l'achat à levier. Ça, c'est pas top. C'est vraiment pas top dans le sens où on a une liquidation qui a très peu liquidé en réalité parce que les gens étaient surchargés, mais pas du tout sur Bitcoin, plutôt sur les alts. Donc on le voit ici au niveau de l'open interest. On a un open interest de 18 milliards avant liquidation. Après liquidation, open interest d'à peu près 15 milliards, donc 3 milliards de liquidation, 2,5. C'est pas énorme. Sachant que j'ai une montée ici, donc juste là, des liquidations à la hausse. Liquidations qui peuvent me faire penser que des gens vont se replacer. Maintenant, tant que le fearing grid reste assez bas, je pense qu'on est assez safe pour BTC. Le problème se trouve au niveau des alts. Donc au niveau des alts, on était sur le niveau, presque le niveau des 50, qui pourrait nous faire penser donc qu'on va rentrer dans une alt season. Niveau des 50 qui a complètement été ravalé pour retourner au niveau des 37. Donc des alts se sont fait complètement écraser. Si on regarde au niveau du Total 3, donc Total 3, pour rappel, c'est toutes les market cap des cryptos hors Bitcoin Ether. On voit que donc on a eu une très très grosse chute qui n'a absolument rien à voir avec la chute qu'on a eu sur BTC et Ether. Donc au plus haut, on était sur 790 milliards de market cap. On est descendu à peu près 500 milliards de market cap, donc 35% de chute. Sachant que la chute n'est pas accentuée par des très très gros qui sont donc juste ici les PP, les Floki, les FET, les TON, les ARB, etc. Les AR, pardon, etc. Kaspa, c'est des crypto-monnaies qui sont extrêmement illiquides. Donc demain, si elles viennent à chuter, ça va vraiment chuter. Sachant que les autres ont été assez bien nettoyés. Tout ce qui est les AVAX, les BNB, les Link, les Makers, etc. ont assez bien survécu. On a eu des très grosses liquidations, on va regarder ça. On a eu des liquidations qui ont fait extrêmement peur. Mais ça peut soit être des bons points d'entrée si les projets sont bons, soit être le signe que les projets sont totalement morts. Donc du coup, avec cette fameuse consolidation qu'on va avoir au niveau du dollar, on sait que il y a une forte probabilité qu'on ait un petit mouvement baissier qui accompagnerait ce mouvement haussier au niveau du dollar. À part si on venait à casser cette trendline pour essayer de vraiment aller chercher les stops des acheteurs qui sont présents depuis un mois maintenant et qui n'ont pas été touchés pour le moment. Mais c'est pas, les probabilités ne sont pas de ce côté-là. Les probabilités sont plus sur une continuation haussière pour venir chercher les stops des vendeurs qui se trouvent ici. Et pour donc faire un mouvement baissier par la suite, post-élection, je pense, qui auront lieu, je crois, en novembre. Donc en tout cas, au niveau du Total 3, on a eu cette très grosse accumulation 2022 jusqu'à fin 2023. On est monté, on s'est arrêté où? Sur le dernier OB où on n'avait pas fermé. Ensuite, on a chuté. Où est-ce qu'on s'est arrêté avec ces belles mèches de liquidation? On a ravalé en réalité toute la hausse post sortie des ETF du BTC. Donc peut-être que le prochain pump qu'on aura au niveau des Total 3 serait la sortie de l'ETF ETH, du moins le trading des ETF ETH. Si on va au niveau de la supply d'ETH, si jamais on a donc une sortie des ETF, donc pour rappel ici vous avez la supply du BTC. Pourquoi la supply du BTC n'est pas aussi tangente que celle de l'ETH? Parce que énormément d'exchanges gardent des réserves en BTC, chose qui est beaucoup moins le cas au niveau d'ETH. On voit que la sortie des ETF, donc juste ici, nous fait une chute drastique de la supply du Bitcoin. On voit qu'on a déjà une chute drastique ici au niveau de la supply d'Ethereum. Donc imaginez si demain l'ETF ETH sort et qu'on commence à le trader, ça va très clairement devenir une supply critique pour ETH au niveau des exchanges. En plus de ça, ajoutez que on a un ETH qui est beaucoup moins valorisé que BTC. Donc on peut avoir une hausse de l'ETH qui va très certainement dépasser celle que le Bitcoin a eu
Ajoutez à cela un autre facteur qui est que ETH n'a toujours pas dépassé son ATH de 2021. Donc ça nous promet des très très beaux jours pour ETH. Je pense faire une analyse très prochainement sur ETH. Pour le coup, pour le moment, j'ai pas vraiment de signaux très intéressants. On est sur des bas de range. On a donc une toute petite mèche comme ça de liquidation qui vient même pas donc retourner au niveau de l'OB que j'avais ici. On est juste venu ici. La seule zone technique qui pourrait m'intéresser sur le TH si jamais on revenait un peu plus bas, ce serait ici donc au niveau des 2360. Donc j'ai ma petite zone ici. Je sais pas si on va y retourner, hein. Je vous parle franchement, je vois pas l'utilité d'y retourner. Je vois que TH pourrait peut-être liquider tout ça, donc me faire une petite accumulation juste en dessous de son bas de range pour réintégrer le range et peut-être sortir des ETF. Et là, on va aller jusqu'à même casser l'ATH. À voir. Pour l'instant, ETH, j'ai pas vraiment de bonne position pour me placer. Enfin, j'ai pas d'entrée vraiment sniper pour me placer à long terme. Pour faire du day trading ou quoi, oui, c'est un très bon point d'entrée, sachant que je crois qu'on est venu fermer tout ce qu'on a laissé au niveau de la mèche de liquidation, un peu comme BTC. Ah, c'est même moins beau que BTC. On a fait des equal low juste ici. Donc je crois vraiment qu'au niveau de ETH, on est en train de construire de la liquidité aussi. Et même là, vous voyez, hop, on vient liquider donc tous les vendeurs qu'on avait ici en formant ce très gros gap. Ça, cette mèche-là peut me faire dire que ETH, je l'attends peut-être, fermer tout le gap, venir ici et venir prendre la liquidité que je suis en train de construire ici via ces equal low qui se trouve en plus sur son bas de range. Donc j'ai beaucoup trop de facteurs qui me font dire que j'ai de la liquidité en attente sur ETH.